Bonjour tout le monde, je me présente Marcel Padier, je suis président fondateur de la société SciMars. On est une société qui est orientée sur le business to business. Donc on gère des solutions, en fait toutes sortes de solutions pour aider nos clients dans leur gestion et dans toutes leurs problématiques, que ce soit de l'hébergement ou du développement, de la sécurité. Donc on essaye de répondre un peu à tous les besoins de nos clients. Voilà pour la petite présentation. Du coup, je suis un peu full stack développeur. Je fais un peu de sécurité, d'admin 6, je fais un peu de DevOps. Je touche un peu à tout, on va dire. Donc voilà, ben là, je vais essayer de vous parler un peu de la cybersécurité, essentiellement la cybersécurité des services en ligne. Donc bon, en 10 minutes, on va pas forcément voir énormément de choses, mais je voulais parler de ça, surtout suite à la pandémie et au Covid. Il y a eu pas mal de changements en fait au niveau des utilisations et il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers temps. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Donc bon, la présentation, je viens de la faire, on va passer dessus, ça sera plus simple. Voilà. Donc effectivement, en fait, avec la recrudescence du télétravail, il y a eu énormément, on peut le voir sur Internet, de services qui ont spawné un peu de partout et ça a été souvent fait à la va-vite. Et d'expérience, j'ai pu voir, enfin j'ai été appelé par des clients qui ont été piratés. Essentiellement, en fait, si vous connaissez avec tout ce qui est les sessions TSE ou Remote Desktop, parce qu'ils mettaient ça directement en frontal sur Internet. Et comment dire, il y a pas mal eu de brute force dessus, d'attaque par brute force dessus pour rentrer sur le serveur. Et souvent, ça s'est terminé sur du ransomware. Et donc, souvent beaucoup de pertes de données parce que les sauvegardes ne sont pas forcément bien faites. Alors, je ne sais pas si j'en parle un peu plus tard, mais il me semble, en fait, il y a eu une augmentation des attaques de plus de 300% au niveau des attaques sur le remote desktop entre début 2020 et fin 2021. Donc, pour vous dire que c'est pas négligeable. Et c'est pour ça, donc là, on va pas avoir toutes les techniques de sécurisation, mais je voulais en montrer une qui est quand même relativement simple à mettre en œuvre, mais qui est très efficace. Et surtout, ce qu'il faut voir aussi, c'est en termes de sécurité, donc ça c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on peut toujours augmenter la sécurité, mais c'est souvent au détriment de l'utilisation des solutions. Et donc, bon, il faut pas être non plus complètement parano et que ça devienne compliqué de travailler. Donc, avant de vous parler de la proposition que je vais pouvoir faire, on va déjà parler des bonnes pratiques que l'on peut mettre en place. Donc, ça, c'est les bonnes pratiques que tout le monde a déjà entendu parler au moins. Donc, des pare-feux, donc firewall, ça va être soit ça va être de type logiciel, soit ça va être une appliance qui va, qui va checker en fait ce qui se passe sur le réseau et autoriser ou non les connexions suivant certains paramètres. Donc en général, c'est à base des adresses IP, le protocole qui est utilisé, donc que ce soit au niveau 4, TCP ou UDP, ou des protocoles de plus haut niveau, donc niveau 7, donc le modèle OSI, niveau 7, type HTTP, SMTP, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui sont très communs, on va dire. Ça marche plutôt bien, mais ça ne pourra pas arrêter tous les types d'attaques que l'on pourrait rencontrer. Donc aussi, c'est l'augmentation de l'authentification par souvent une authentification multifacteur. Donc ça, c'est souvent ce qu'on voit maintenant avec tout ce qui est Google et tous les géants, on va dire, qu'il y a sur Internet, qui vont vous demander à chaque fois, avec une alerte sur le téléphone, un SMS qui va vous être envoyé avec un code secondaire, une fois que vous avez tapé votre mot de passe, pour vérifier que c'est bien vous,
et c'est pas quelqu'un qui a pu récupérer votre mot de passe d'une manière ou d'une autre. Donc il y a aussi des outils qui sont, on va dire, un petit peu plus poussés, qui sont un peu moins répandus. Donc, c'est ce qu'on appelle les IDS, IPS. Donc, c'est intrusion détection système ou intrusion prévention système. Donc, la différence entre les deux, c'est que l'IDS ne va faire que monitorer et créer des alertes, on va dire, dès qu'il va détecter une attaque ou une attaque potentielle. Alors que l'IPS, donc le prévention système, lui va pouvoir interagir sur, par exemple, le pare-feu pour rajouter une règle pour dire telle IP tu la bloques parce que ça ne paraît pas normal le flux réseau que l'on va voir, que l'on voit en ce moment. Quelque chose de simple qui est assez efficace aussi, c'est du monitoring. Donc, c'est vérifier la charge du serveur, vérifier que le CPU n'est pas en train de monter en flèche ou que la charge réseau n'est pas en train de monter en flèche. Bon, alors des fois, comment dire, ça va être quelque chose qui sera valable, mais souvent, en fait, on verra que quand il y a des hausses au niveau du système, euh, c'est souvent dû à des attaques. Et pour terminer, bon après on va pas faire tout ce qui existe, hein, mais surtout en fait on pourra jamais être à 100% sécurisé. Donc c'est essentiel d'avoir une bonne sauvegarde, au cas où tout ce qu'on aura pu mettre en œuvre, ce sera fait dépasser par un attaquant. Donc voilà pour les bonnes pratiques. Donc là, en fait, ce que je voulais vous dire, donc c'était le Remote Desktop Service, donc autrefois PTSE. Donc là, vous pouvez voir, en fait, c'est un schéma standard, on va dire, d'un déploiement de services Remote Desktop. Déploiement standard, mais déjà relativement sécurisé. Donc en fait, on va externaliser une passerelle Remote Desktop, la RD Gateway, comme vous le voyez, ou la RD Web Access, c'est-à-dire c'est passer par votre navigateur Internet pour accéder à vos services de bureau à distance. Donc déjà, quand on a une architecture comme ça, c'est déjà relativement sympa, on va dire, dans le sens sécurisé, mais il y a encore des possibilités d'outrepasser et de faire des attaques de type brute force, essentiellement, qui souvent peuvent arriver quand les mots de passe sont pas assez compliqués, qui va arriver à rentrer sur le système et du coup, souvent passer sur du ransomware ou encore d'autres attaques. Donc en fait, une solution assez simple et assez rapide à mettre en œuvre, c'est quand vous avez des clients distants. Donc ça, c'est effectivement, hein, c'est une solution RDS qui est sur le web. Hein, c'est pas une solution RDS qui se trouve à l'intérieur de votre réseau local, qui est logiquement déjà plus protégé qu'un service qui se trouve sur Internet. C'est utiliser soit en fait des VPN, donc soit des VPN SSL ou VPN IPsec, tout type de VPN qui va permettre en fait de faire une authentification double, que ce soit une authentification du client ou une authentification du serveur, et à la fois en fait ça va faire un chiffrement des données. Donc ça c'est vraiment ça écarte beaucoup de problématiques. Et à côté du VPN SSL, il y a la possibilité de mettre en place des tunnels SSH. Alors là, je vais surtout vous montrer en pratique comment mettre en œuvre un tunnel SSH et comment on va dire le sécuriser minimum, parce que SSH, ça se trouve en fait sur tous les périphériques, sur tous les devices, et maintenant c'est natif à Windows. Donc on va essayer de voir comment on peut mettre cette chose en place. Donc là, bon, je vais pas vous montrer comment on déploie un remote desktop, hein, j'ai déjà préparé ça, et j'ai déployé rapidement une petite VM qui me permettra juste d'avoir un serveur SSH, c'est basé sur une Debian. Donc là, vous voyez, hop,
Il s'agit d'une Debian, hein, une Debian toute simple. Il n'y a pas grand-chose dessus. Là, il y aura juste un serveur SSH. Et là, ce qui va nous intéresser, voilà. Donc, en fait, par défaut, SSH, OpenSSH, serveur est quelque chose quand même de beaucoup audité, donc c'est relativement safe. Donc c'est aussi pour ça que je mets ce genre de serveur en frontal, parce que les risques sont relativement limités. J'ai pas dit qu'ils étaient inexistants, mais ils sont limités. Donc on va dire qu'on est sur une conf par défaut. Il y a juste la chose intéressante à voir, c'est la partie du bas. Je sais pas si vous voyez. Donc en fait, on va donner des règles spécifiques au serveur SSH pour dire que quand il y a l'utilisateur Mars, donc l'utilisateur que je vais créer juste après, quand l'utilisateur Mars se connecte, on va lui dire que il a le droit de faire ce qu'on appelle du tunnel TCP. Donc en fait, il va rediriger un port du côté client vers un port et un host côté serveur. Après, là, ça c'est justement pour augmenter la sécurité. Donc X11, c'est tout ce qui est protocole d'affichage sous Linux. Permis de tunnel, c'est pour gérer des tunnels SSH à proprement parler et pas des tunnels en TCP. Gateway, c'est pareil, c'est pour éviter de rebondir et ainsi de suite. Donc là, je donne le permit open, c'est surtout ça qui est intéressant, et le force command. Ça, c'est les deux dernières commandes qui sont vraiment intéressantes, c'est-à-dire que force command, j'interdis en fait à l'utilisateur Mars de lancer une commande sur le serveur. En gros, il pourra juste afficher un message et rien de plus. Et le permit open, c'est dire quand tu essayes de faire comment ça s'appelle, une redirection de port, ben, tu as le droit de le faire que vers une adresse, celle que je viens de définir ici. Donc là, je crée mon utilisateur Mars. Donc on peut mettre un mot de passe, soit on met un mot de passe généré aléatoire, hein. C'est mieux. Et puis ce sera là l'objectif en fait, c'est que ce mot de passe ne sera jamais utilisé. Hop. Bon, je fais ça vite, hein, mais quand on fait de la prod, on mettra peut-être un peu plus de temps. Là, je vais faire une petite modif qui va me permettre en fait d'interdire l'utilisateur Mars. Hop, j'ai oublié de tirer. Qui va interdire l'utilisateur Mars en fait d'utiliser son mot de passe, de se loguer avec son mot de passe. Donc, ce qui fait que là, on va devoir paramétrer en fait SSH pour pouvoir authentifier Mars, mais que avec des clés SSH. Générer une paire de clés privées publiques. Alors, idéalement, donc là, c'est au niveau du client, celui qui va se connecter à notre service remote desktop. Donc, idéalement, on va mettre une passphrase sur sur la clé privée. Pour aller plus vite, j'en ai pas là pour la démo, mais en prod, mettez-en une, c'est quand même mieux. Voilà. Maintenant qu'on a généré, on va aller là-dedans. Vous voyez, donc il y a deux fichiers qui ont été générés, c'est IDRSA et idrsa.pub. Donc le point pub, c'est la partie publique, c'est cette partie-là qui m'intéresse, qu'il va falloir que je déclare auprès du serveur SSH pour pouvoir faire une authentification du client Mars. Voilà. Donc là, je copie ça. Et donc là, pour pouvoir le déclarer, hop, on va aller dans le répertoire.ssh. Et donc là, on va aller dans un petit fichier qui s'appelle AuthorizeKey et on va rajouter notre clé publique. Ça va permettre en fait que notre serveur SSH reconnaisse la clé qui va être utilisée par notre client Windows 10 quand il se connecte. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, en fait on peut tout de suite commencer à lancer notre petit tunnel.
Et donc, hop. Donc, le moins grand n, c'est pour dire qu'on réclame pas d'avoir de shell, parce que de toute façon, on peut pas en avoir. Et donc là, c'est cette partie-là qui est vraiment intéressante. Là, je vais dire que en fait, tout ce qui arrive sur le port 4000 de ma machine en local, ben, on va le rediriger vers l'adresse rbs.samars.re sur le port 3389. Et en me connectant, donc là, bon, faut faire une vérification du fingerprint pour être sûr qu'on se connecte bien au bon serveur SSH. Et là, logiquement, si tout va bien, ça devrait fonctionner. Donc là, mon objectif, en fait, c'est de me connecter sur le port 4000 de ma machine locale. Bon, et ça fonctionne. Donc voilà, donc vous avez vu, c'est pas forcément très compliqué de mettre en œuvre ce genre de sécurité, et c'est relativement simple parce qu'après on peut wrapper la partie lancement du tunnel SSH et lancement de la connexion bureau à distance. On peut wrapper ça dans nos scripts pour que ça soit plus simple pour l'utilisateur final. Et ça rajoute une authentification multifacteur puisqu'on utilise à la fois le mot de passe au niveau du remote desktop, on utilise notre paire de clés privées publiques au niveau du SSH, et du coup ça permet de énormément limiter. Et on peut avec un seul serveur SSH, on va dire, permettre à plusieurs utilisateurs, à énormément d'utilisateurs même, de se connecter à différents serveurs remote desktop. Alors ça, j'ai fait ça pour le remote desktop, mais en fait, ce genre de choses, c'est valable aussi pour d'autres services. En fait, dès que c'est monopore, on va dire le service, c'est tout à fait possible d'utiliser ce genre de technique. Une des premières interventions qu'on a eues, c'était sur l'UX, le design, etc. Comment allier en fait le UX, le design, le côté utilisateur et la sécurité? Parce que je trouve que c'est de plus en plus complexe en fait pour tout le monde. Par exemple, quand on dit oui, il faudrait qu'il y a 12, par exemple 12 caractères minimum, il faut activer sur le téléphone, il faut activer sur le téléphone, il faut activer à droite, à gauche, et en fait, il y a plein de gens qui sont bloqués avec ça parce que pas l'habitude des outils numériques. Comment est-ce que ça va évoluer? Est-ce que tu crois que finalement les deux vont finir par s'allier, l'UX et la sécu, ou ça va rester toujours comme ça, de plus en plus galère peut-être même Je je sais dirais pas. pas que c'est de plus en plus galère parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de simplifier la vie des utilisateurs pour la gestion des mots de passe. Hein. Il y a des services qui existent qui permettent de gérer les mots de passe, de partager les mots de passe dans une équipe. Ça, c'est des petits services qu'on peut mettre en place. C'est relativement pratique et c'est bien sécurisé. Mais effectivement, comme je disais au début, en fait, c'est des curseurs qu'on va positionner entre la sécurité et l'utilisabilité du système. Donc, effectivement, après, là, comme vous voyez, là, j'ai lancé une commande SSH avant de lancer ma connexion bureau à distance. Mais voilà, pour le client final, je vais pas lui demander de faire ça. Je vais wrapper ça dans un script, un petit programme qui va tout lancer tout seul, et ça va générer sa clé, ça va me la publier. Enfin voilà, on va essayer en fait de mâcher le boulot entre guillemets à l'utilisateur final pour que lui ne se prenne pas la tête sur la sécurité, mais que techniquement la sécurité soit là. Donc effectivement, on va quand même créer, on va dire des faiblesses. Plus on va simplifier la vie de l'utilisateur, plus on va peut-être créer des faiblesses, mais on va quand même augmenter le niveau général de sécurité, et donc voilà, on va arriver à un niveau qui est correct, qui est raisonnable par rapport à son entreprise. Hein. C'est sûr que si
on a enfin, si on travaille dans la santé, qu'on a des données de santé ou qu'on fait de la finance ou ce genre de choses, bah, la sécurité, on va la pousser au maximum parce que c'est vraiment, comment dire, c'est critique. Alors que, enfin, c'est pas pour dénigrer, mais quand on a une entreprise qui fait de la maçonnerie ou d'autres choses, il n'y a pas forcément des données ultra critiques dans l'entreprise. Et du coup, le besoin de sécurité sera moins important. Ouais, complètement. C'est vrai que l'enjeu, il se situe assez là entre les contraintes liées à la sécurité et les usages des salariés dans une entreprise. Il ne faut pas que ce soit trop craignant. Et d'ailleurs, je voulais rebondir. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une augmentation de 300% d'attaques depuis sur les attaques sur le RD, Remote Desktop, en fait. Depuis la pandémie, là, depuis février 2020. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a différentes études qui ont vu. Alors ça, c'est les Kaspersky, c'est les Bitdefender et c'est ce genre de, c'est ces acteurs-là qui ont remonté des chiffres. Et ils ont entre février 2020 et 2021, je sais plus quelle date, ils ont constaté que mondialement, il y avait une augmentation de plus de 300% des attaques sur Port 3389. Et j'imagine que ça s'explique du fait que les salariés étaient en télétravail, donc dans un environnement beaucoup moins sécurisé avec les logiciels qu'ils utilisent pour leur entreprise. C'est ça, je l'ai interprété que dans l'urgence, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, pour que leurs employés puissent travailler de chez eux pendant le confinement et ce genre de choses, ont trouvé des solutions rapides et n'ont peut-être pas forcément réfléchi à la sécurité. Et moi, j'ai eu des cas justement où on a fait appel à moi parce que ces personnes-là avaient publié le port 3389 sur Internet. Ils se sont fait hacker et il y a eu un ransomware derrière. Et du coup, il a fallu revenir pour essayer de régler les problèmes derrière. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a une prise de conscience un petit peu plus générale, parce que je pense qu'il y avait un petit peu de laisser-aller, on peut le dire, global sur le niveau des entreprises, sur la sécurité. Est-ce que maintenant tu penses qu'il y a, voilà, est-ce que les entreprises sont peut-être plus sensibilisées? Et est-ce que du coup il y a plus de demandes? Est-ce que tu sens qu'il y a plus de demandes? Est-ce qu'il y a plus de débouchés quelque part pour des futurs développeurs qui s'orienteraient vers plutôt tout ce qui est sécu? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que effectivement, alors c'est peut-être pas tout le monde qui est plus sensibilisé à la sécurité, mais il y a de plus en plus de personnes et de clients qui m'en parlent et qui sont en demande en fait d'être dans un environnement plutôt sécurisé. Mais je pense que en fait, par rapport aux développeurs, ça va pas être forcément, comment dire. En fait, il faut que la sécurité elle soit intrinsèque. Il faut pas que ça soit faudrait que, en fait, dès que quelque chose soit mis en place ou soit développé, en fait, il faut que la partie sécurité soit omniprésente, on va dire, dès le début du projet, quoi. Et je pense que c'est en faisant ça qu'on va améliorer la vie de tout le monde parce que comme ça sera intégré, justement, l'expérience utilisateur elle sera pensée avec cette couche de sécurité et ce sera pas une couche supplémentaire qu'on rajoutera et qui fera que l'expérience utilisateur sera moins bonne. Et du coup, c'est une transition parfaite avec la première conférence, celle d'Alain à Madagascar sur le Craftsmanship Software, où l'un justement des critères est de bien coder, de faire son travail proprement. Et toi, tu rajouteras à ça, en gros, de déjà penser sécurité dès la naissance du projet, dès les premières lignes de code, quoi. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et ça évitera beaucoup de problèmes. Super. Ça en fait exactement partie, en fait. Ah, Alain, oui. Alain, tu veux rajouter qu'effectivement, ça en fait partie dans le manifeste? Non, ça fait partie du mouvement de penser sécurité, de penser sécurité code au moment où on met en place tout ce qui est fonctionnalité, en fait. Super, merci beaucoup. Et dernière petite question pour toi. Est-ce qu'en termes de formation, qu'est-ce qui existe finalement? Est-ce qu'on a des formations dans l'ancien indien sur la cybersécurité? Est-ce qu'on commence à former de plus en plus des jeunes là-dessus?
Que tu sais ça? Je suis pas au courant de toutes les formations qui existent dans l'océan Indien, hein, mais bon, j'ai donné quelques cours à l'IUT de Saint-Pierre, donc j'ai donné des cours orientés sécurité. Donc effectivement, je pense que l'éducation nationale, en tout cas en France, après je sais pas dans les autres pays, hein, mais l'éducation nationale en France, il y a quand même la partie sécurité qui, enfin, ça existe. On en parle. Maintenant, est-ce que c'est suffisamment mis en avant? Ouais, ça fait longtemps que je suis plus étudiant, donc je pourrais pas vous le dire. Et j'en profite pour d'ailleurs dire que nous, à l'association WebCup, on fait des ateliers d'initiation à la cybersécurité avec les enfants, enfin les jeunes à partir de 12 ans. Voilà. Donc, histoire de les orienter un petit peu, pourquoi pas vers ces filières-là. Ouais, ben, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup Martial pour ton intervention. Avec plaisir. Écoutez, cette petite émission va se termine. Merci à l'ensemble des intervenants de toutes les îles. Donc c'est sympa, voilà, d'organiser ça, cet échange interîle, puisque chaque île a ses propres choses à apporter, à donner, et j'ai trouvé ça très cool. Donc merci à tous les intervenants, merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé des questions, et puis à tous ceux qui sont là et qui sont là également sur les réseaux pour nous suivre durant cette émission. Donc on se retrouve très prochainement. En tout cas, nous demain pour la remise, pour la fin, le clap de fin, et ensuite l'annonce des gagnants. Donc je laisse Fabien clôturer. C'est ce que je dois dire. Eh bien, clôturons. Voilà. Très bonne fin d'après-midi à tous, et encore merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Et merci d'avoir été là, merci d'avoir participé. Au revoir à tous.